Bienvenue dans Budget Chéri, le podcast qui parle d'argent et de mindset de manière simple, décontractée et fun. Je suis Delphine Pinon, je suis coach, c'est-à-dire que j'aide mes clients à se créer la vie à laquelle ils aspirent en adoptant un nouvel état d'esprit vis-à-vis de l'argent, en levant leur résistance et en mettant en place une gestion budgétaire aux petits oignons. Ce podcast, c'est mon kiff personnel que vous êtes 25 000 à écouter chaque mois et dans lequel je me plais à mettre à l'honneur vos préoccupations d'argent au quotidien. Par exemple, un couple peut-il fonctionner sans réelle compatibilité financière ? Comment obtenir ce que je veux sans l'imposer à l'autre ? Pourquoi l'argent est toujours un problème dans mes relations ? En parallèle du podcast, vous pouvez me retrouver sur l'Instagram de Budget Chéri, là où je partage mes coups de cœur, mes coups de gueule, que je réagis à l'actualité, que je partage mes apprentissages. Et c'est aussi là où je parle de mes programmes de coaching, de tout ce que je peux vous proposer pour vous permettre d'avancer vers vos propres objectifs. Et c'est aussi le moyen le plus rapide de me poser votre question en message privé. Je suis beaucoup plus réactive sur Instagram que je le suis par mail. Dans cet épisode, j'ai confié mon micro à Chloé pour qu'elle vous raconte comment son mariage a été une catastrophe financière. C'est elle qui utilise cette expression dans l'épisode parce que moi, je me serais pas permise de porter ce type de jugement. Chloé n'a pas encore 30 ans quand elle rencontre son mari, plus vieux qu'elle, charismatique, cultivé et dont elle tombe amoureuse. Petit à petit, elle découvre qu'il est dépensier, qu'il vit au-dessus de ses moyens, qu'il a contracté des dettes et qu'il est même fiché pour ça. Mais rien qui ne l'alarme vraiment à ce moment-là, car pour la première fois, elle vit une relation amoureuse sans que l'argent ne soit un problème. Vous ne me voyez pas, mais je mets des guillemets autour du mot problème. De fil en aiguille, Chloé a adopté ce lifestyle assez, on va dire, généreux, dispendieux, dépensant toutes ses économies à elle, y compris héritage et donations qu'elle a reçues, jusqu'à la séparation il y a quelques années et une prise de conscience enfin de la valeur qu'elle avait réellement envie d'accorder à l'argent dans cette toute nouvelle tranche de vie. Son histoire ressemble peut-être d'ailleurs à la vôtre, que vous soyez femme ou homme d'ailleurs, et je trouve que c'est une belle illustration de ce vieil adage, l'amour rend aveugle. Je vous laisse découvrir son histoire et vous retrouve à la fin. Bonjour, je m'appelle Chloé, j'ai 39 ans, j'habite à Lyon et je vais vous raconter comment mon mariage m'a fait complètement oublier tout ce que j'avais appris précédemment sur l'argent. J'ai grandi à Lille, je suis toujours fille d'enseignant, donc j'ai grandi dans un milieu qui était relativement aisé, pas la bourgeoisie, mais disons qu'on avait suffisamment d'argent à la maison. J'ai un petit frère, voilà, donc on habitait dans un appartement plutôt en centre-ville de Lille et on avait également une maison de famille pour les vacances, donc c'était une enfance relativement confortable. En matière d'argent, mes parents sont des gens prudents. Je pense pas que ce soit des gros épargnants. C'est vrai qu'on parle peu d'argent à la maison, mais ce qui m'avait transmis, voilà, c'était vraiment un rapport de grande prudence. Surtout, jamais de dette. Même un achat immobilier, c'est vraiment quelque chose qu'on fait avec mesure sur la durée la plus courte possible. Jamais vivre à découvert. Et puis, un autre principe qui m'avait transmis, c'était d'épargner pour les études des enfants dès la naissance, puisque c'est ce qu'ils avaient fait pour mon frère et moi, ce qui nous a permis de faire nos études dans de bonnes conditions. Donc voilà, c'était un milieu classique, prudent, dont je viens et qui me correspondait assez bien, même si j'avais plus que le reste de ma famille une petite tendance à bien aimer quand même le luxe, les petits luxes, on va dire, du quotidien. Cette tendance-là, elle s'est manifestée plutôt quand j'ai commencé à travailler, donc à gagner de l'argent, puisqu'avant j'avais peu d'argent. Donc ça pouvait se manifester par l'achat de vêtements assez chers, par le fait de choisir parfois d'aller un peu plus au restaurant que ce que j'aurais pu me permettre. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui détonne par rapport au reste de ma famille, et je pense qu'il les étonne un petit peu, sur lequel j'ai pu être un petit peu taquinée. À cette période-là de ma vie, donc on va dire entre les études et le début de la vie active, j'ai vécu successivement avec 2 compagnons, avec lesquels le rapport à l'argent a été un petit peu compliqué de manière différente. Ça a influencé aussi ma façon de voir l'argent à ce moment-là, puisque le premier, c'était plutôt quelqu'un de très, très prudent, lui aussi, mais qui venait d'une famille beaucoup plus aisée que la mienne,
et qui avait reçu de l'argent, des actions de sa famille, qui s'intéressait énormément à tout ça. Moi, à l'époque, ça ne m'intéressait absolument pas. Et ma mentalité, c'était plutôt, tu me demandes d'économiser pour qu'on puisse s'acheter un jour une maison, mais moi, je me disais toujours, oui, mais si je meurs l'année prochaine, moi, je vais en avoir profité avant. Donc, à l'époque, là, c'était plutôt pendant, études, tout début de vie active, j'étais plutôt plus dépensière que mon compagnon de l'époque, et ça occasionnait des disputes et un certain nombre de tensions. Par la suite, un peu après le début de ma vie active, on s'est séparés, j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Et avec lui, c'était plutôt des comptes d'apothicaire, c'est-à-dire qu'on avait une vie commune, un loyer commun, mais lui, de son côté, il avait plutôt du mal à s'insérer dans la vie active, à trouver sa voie. Il vivotait vraiment avec un petit salaire. Du coup, il y avait une forme de jalousie, puisque moi, entre-temps, j'avais obtenu un concours. À l'époque, j'avais un salaire qui était pas élevé, mais disons que j'avais des perspectives et j'étais plutôt sur des rails, alors que lui galérait. Donc, c'était plutôt une gestion tendue au quotidien, pas très agréable, avec un certain nombre de discussions sur l'argent. Et à ce moment-là, il y a un événement important pour moi qui est survenu, qui a vraiment complètement changé mon rapport à l'argent et ma façon de voir aussi les projets d'avenir. Quand j'avais 24 ans, en fait, ma grand-mère, qui était très âgée, elle avait 98 ans, est morte. Et donc, son fils, mon père, a à ce moment-là, non pas fait d'héritage, mais récupéré un appartement qu'il lui avait acheté, un appartement plutôt modeste, mais à l'époque, les prix de l'immobilier étaient déjà assez élevés, donc il a récupéré cette somme qu'il avait investie précédemment pour loger sa mère. Et il a décidé de répartir l'essentiel de cette somme entre mon frère et moi. Et donc, on a reçu chacun 50 000 euros. Donc, c'est vrai que 50 000 euros à 24 ans, alors que je ne travaillais pas depuis très longtemps, que je n'avais pas d'économie, ça m'est vraiment apparu comme une belle somme. Et ce que je me suis dit tout de suite, c'est oula, attention, je sais que je peux avoir tendance à aimer manger dans des bons restaurants ou acheter des beaux vêtements, mais il ne faudrait pas que cet argent file bêtement, je vais en avoir besoin plus tard. J'avais été marquée aussi puisque j'avais une copine de fac qui avait malheureusement perdu son père jeune quand on était étudiante. Elle avait hérité de son père à ce moment-là et en fait, elle nous avait raconté après que l'argent avait filé en un an sans même qu'elle comprenne vraiment comment elle l'avait dépensé. Et à ce moment-là, c'était quelques années après, elle le regrettait amèrement en se disant « mais j'ai bien été bête, j'aurais dû acheter un appartement. J'avais tout le temps de voyager un petit peu, mais voilà, cet argent maintenant me manque. » Donc avec ça en tête, je me suis dit qu'il fallait que je me renseigne un petit peu puisque je n'y connaissais rien du tout et que mes parents m'avaient donc pas transmis particulièrement de culture financière. Donc je me suis lancée dans des lectures de forums sur Internet, de livres, et j'ai fait des placements qui étaient des placements prudents puisque je me disais, voilà, j'ai 24, je vais avoir 25 ans, dans quelques années probablement je vais vouloir acheter un appartement ou une maison, donc c'était plutôt mon optique, c'était j'investis prudemment cet argent pour m'en servir dans quelques années. Donc sur les conseils de différentes personnes sur Internet et des lectures que j'avais faites, j'ai placé cet argent dans un plan épargne logement et dans des assurances vie de bonne qualité. Voilà. Et au même moment, comme j'ai fait aussi des lectures sur la gestion financière, je me suis aperçue que ma façon de ne pratiquement pas épargner, c'est-à-dire j'épargne 100 euros et puis je les reprends le mois d'après pour payer les impôts, ça n'allait pas me mener très loin. Donc à ce moment-là, j'ai mis en place des virements permanents vers ce plan épargne logement et les assurances vie. Et à ce moment-là, je me suis dit, voilà, ça y est, j'ai acquis des bonnes connaissances. Maintenant, je sais quoi faire pour que la suite de ma vie financière se passe pour le mieux. Donc à ce moment-là, je travaillais depuis environ 3 ans. J'avais un revenu qui se situait aux alentours de 1 800 euros. Donc j'habitais déjà en centre à Lyon et à l'époque j'étais vraiment en centre-ville, dans un appartement relativement cher que je partageais avec mon compagnon. Et donc, j'épargnais environ 300-400 euros par mois, donc ce qui me semblait bien dans la mesure où, j'avais pas encore d'enfants, j'avais un mode de vie où on sortait quand même un petit peu, on se faisait plaisir, mais en même temps, je me disais, avec ça, je construis quand même une épargne régulière.
À ce moment-là, un petit peu après, quand j'avais 26-27 ans, j'ai rencontré un homme que j'appellerais Gaëtan, qui était complètement différent de mes compagnons précédents. C'était un homme beaucoup plus âgé, voilà, qui était déjà papa de deux grands garçons. C'est une rencontre qui m'a vraiment éblouie. Voilà, c'est toujours quelqu'un de très cultivé, de très intéressant, avec un côté très charismatique. Donc j'étais assez même éblouie qu'il s'intéresse à moi, qui était beaucoup plus jeune. J'avais l'impression d'être plutôt insignifiante à côté de lui. Mais en fait, non. Et donc, on a démarré assez rapidement une relation qui est devenue sérieuse tout de suite. Euh, et donc, Gaëtan, c'est quelqu'un qui avait un parcours de vie un peu particulier. Il avait été cadre pendant longtemps avec des hauts revenus. Ce que j'ai compris petit à petit, c'est que c'était aussi quelqu'un de très, très dépensier, qui pouvait être un petit peu dans le paraître, voilà, qui attachait pas mal d'importance aux vêtements, au logement, aux meubles, enfin voilà, même peut-être à la voiture, enfin tout ce qui est le train de vie quotidien. Euh, voilà, ce qui avait correspondu à son niveau de revenu quand il était cadre, mais du coup, ce dont je me suis aperçue petit à petit au fil des conversations, au fil du temps, c'est que du coup, il n'avait jamais construit le moindre patrimoine pendant cette période où il gagnait beaucoup d'argent. À l'inverse, il avait plutôt contracté des dettes, des crédits à la consommation. Il n'avait jamais acheté d'appartement ou de maison. Voilà, tout passait en fait dans un style de vie dispendieux, avec aussi beaucoup de clients qui l'invitaient au restaurant, de bons vins, etc. Et ensuite, ce qui lui était arrivé, c'était par choix, à la quarantaine, il avait finalement perdu son travail. Il aurait pu continuer dans la même branche, mais il a choisi à ce moment-là de reprendre ses études et de bifurquer complètement, si bien qu'il s'est retrouvé avec, mais c'était vraiment un choix, mais avec le choix de travailler beaucoup moins et d'avoir vraiment un tout petit salaire. C'est-à-dire que quand on s'est rencontrés, c'était vraiment des revenus très très modestes, c'est-à-dire qu'ils n'atteignaient pas le SMIC. Euh, et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'évidemment, il avait conservé en partie son train de vie précédent avec une chute de revenus extrêmement brutale. Et en fait, il avait contracté donc des dettes. Et quand on s'est rencontrés, il était fiché au fichier central des incidents de paiement. Et puis petit à petit, au fil des premiers mois de vie commune, de temps en temps, on recevait un rappel de tel ou tel organisme pour une dette, pas des grosses dettes, mais c'était quelques centaines d'euros par exemple, ici ou là. Euh, voilà, ces dettes précédentes, c'est quelque chose qui avait déjà été réglé. Mais voilà, c'était son profil. J'en ai pris conscience petit à petit, mais ça m'a pas inquiétée puisque dans ma tête, je me disais, bah, c'est pas grave, il est comme ça fait partie de sa personnalité. Moi, de toute façon, j'ai un meilleur salaire qui est régulier puisque je suis fonctionnaire, donc pas d'inquiétude. Euh, Au contraire, j'étais plutôt contente de me dire, bah, grâce à mes revenus, on va pouvoir vivre plus confortablement, plus de la façon à laquelle il est habitué. Et en fait, je trouvais ça très reposant après les vies de couple précédentes dont j'ai parlé, toutes ces disputes et ces tensions sur l'argent. Lui, il avait une attitude qui était complètement détendue. C'était, bah, s'il y a de l'argent, tant mieux. S'il n'y en a pas, bah, on trouvera toujours une solution plus tard. Voilà, c'était pas un problème. Et on faisait aucun compte pendant nos premiers temps de vie commune, c'est-à-dire que chacun payait au fil de l'eau, voilà, sans compter, sans regarder où on en était de son compte en banque. Alors à l'époque, on pouvait se le permettre puisque on s'était installé dans son logement qui n'était pas très cher. Bon, il avait deux fils, mais pour lesquels il avait plus de dépenses à assumer. Donc voilà, avec finalement deux revenus, même si le sien n'était pas élevé, pas d'enfants à charge, on s'en sortait bien. Euh, et en fait, j'ai mis du temps à prendre conscience qu'il y avait un problème, puisqu'au début, je trouvais vraiment cette attitude reposante. C'est vrai que je trouvais ça un petit peu compliqué parfois parce que je me rendais bien compte que j'arrivais plus à gérer mon argent comme avant. Euh, J'avais interrompu puis repris mes versements sur une assurance vie, mais beaucoup moins qu'avant. C'est-à-dire qu'en gros, j'épargnais 100 euros par mois. Donc je me disais bien, bah, bon, c'est vrai qu'avant, j'épargnais quand même beaucoup plus, alors que finalement, les revenus du ménage étaient relativement similaires, et puis qu'on avait un loyer moins élevé.
Mais j'analysais pas vraiment le problème. Simplement, ce qui se passait, c'est que donc on payait chacun au fil de l'eau, mais en gros, le 10 du mois, il me disait, bah écoute, là, je suis à zéro, donc je paye plus rien. Ce qui fait que moi, j'arrivais pas à anticiper, à me projeter. Et en parallèle, on avait donc un style de vie qui était pas complètement délirant, mais qui était quand même hors de proportion avec nos revenus. C'est-à-dire qu'on pouvait partir en week-end à l'étranger, un petit peu sur un coup de tête, dans un hôtel 4 étoiles. Alors, pas tous les mois, mais c'est arrivé quand même régulièrement pendant cette période. On mangeait beaucoup au restaurant. On sortait pas mal. On s'est acheté des meubles vraiment très chers, qui pouvaient représenter 2 mois de salaire, ce qui est beaucoup quand même quand on est, comme moi, une jeune active qui n'a pas spécialement d'épargne, du coup, en dehors de l'héritage que j'avais touché. Il s'est passé un certain temps comme ça, où c'était, disons, plutôt reposant, un peu inquiétant, mais c'était plutôt une préoccupation à l'arrière-plan. Ensuite, au bout d'environ, après 3 ans de vie commune, on a eu notre premier enfant, donc une première petite fille. Donc c'était une grande joie, puisqu'en plus on avait eu du mal à avoir cet enfant. Et donc à ce moment-là, on s'est retrouvés évidemment quand même avec plus de dépenses. On s'est mis à temps partiel pour s'occuper d'elle. On avait aussi des frais de garde par ailleurs. On a racheté une voiture. Enfin voilà, on a eu un certain nombre de frais. Et je voyais bien que notre façon de ne pas gérer l'argent au fil de l'eau et de ne quasiment pas épargner n'allait pas aller avec l'arrivée de notre fille. Et puis c'est vrai que j'avais aussi à l'arrière-plan cette préoccupation. C'est vrai que moi j'avais grandi dans un foyer où on parlait peu d'argent, mais où j'avais vraiment l'assurance d'une sécurité financière complète. Je savais qu'il n'arriverait rien à ma famille. Bon, en plus mes parents étaient enseignants, donc comme moi, ils étaient fonctionnaires avec des revenus réguliers. Et pour moi, cette sécurité-là, elle faisait partie de l'environnement normal que j'avais quand j'étais enfant. Je voulais la même chose pour mes enfants. Et là, ce quotidien un petit peu perturbé, où tout d'un coup, on s'aperçoit qu'il n'y a plus un sou sur le compte, qu'on a tout dépensé, qu'on a fait les soldes et que les ventes privées et qu'il n'y a plus rien, ce mode de vie me paraissait pas trop compatible avec le fait d'élever un enfant. Et puis j'avais aussi cette idée que mes parents m'avaient transmise d'anticiper les études des enfants qui pouvaient être chères, et donc je voulais pouvoir mettre de l'argent pour ma fille dès sa naissance. Donc à ce moment-là, j'ai essayé une première fois d'introduire des changements. Donc on a ouvert un compte joint, et puis je faisais des tentatives de budget commun sur Excel, et ça ne fonctionnait jamais. En gros, je listais ce qui me semblait être les dépenses habituelles du foyer, ce qui était nos revenus, mais ensuite je n'arrivais pas à suivre pendant le mois. Je ne comprenais pas pourquoi, alors que je pensais qu'on allait dépenser au total, je ne sais pas, 2 000 € avec le compte joint, et que finalement le 20 du mois, il n'y avait plus rien, il fallait remettre de l'argent dessus. Voilà, ça ne fonctionnait jamais. Pendant cette période-là, je continuais toujours à mettre un petit peu d'argent de côté, mais en fait, je me rendais pas vraiment compte que régulièrement, je repuisais dans mon épargne. Soit parce que sur un coup de tête, on s'était dit qu'on allait acheter un canapé à 3 500 € et qu'en fait, on pouvait pas le payer. Donc, en fait, j'allais puiser dans mon assurance vie pour payer ce canapé, ou bien une dépense inattendue arrivait en fin d'année et puis on repiochait dans l'argent qu'on avait pris. À chaque fois, je me disais, mais je vais me rembourser. Et en fait, je réalisais pas vraiment que je remboursais pas. Et pendant toute cette période, en fait, j'avais l'illusion d'épargner, puisqu'il y avait quand même des versements réguliers. Je me disais bien, bon, c'est pas tout à fait assez, mais bon, c'est quand même mieux que rien. C'est mieux que font beaucoup de gens, donc c'est pas si mal. Ensuite, quand notre fille a eu 1 an, on habitait un logement donc, qui était pas cher, qui était avantageux, dans lequel on voulait rester, mais dans lequel on voulait aussi faire des aménagements pour qu'il soit plus agréable à vivre avec un enfant. Et c'est un logement où j'habite toujours. On était en location, sans avoir la possibilité d'acheter. Et du coup, comme c'était en location, on a voulu être prudent. On a pris un entrepreneur qu'on nous avait recommandé, mais qui était très cher. Et en fait, ces travaux ont pris de l'ampleur sans que vraiment je comprenne comment, sans vraiment faire les comptes. Au final, on commençait par refaire juste la cuisine, et puis finalement, on a refait la moitié de l'appartement, créé des placards, racheté des meubles, etc. Et au final, j'ai dépensé l'équivalent de ce que j'avais reçu en donation, c'est-à-dire 50 000 €,
Euh, bon, ce qui, avec le recul, me semble vraiment pas une bonne idée, pas seulement parce que c'est un appartement en location, mais parce que c'était quand même disproportionné par rapport au niveau d'épargne que j'avais à l'époque. Mais disons que je me suis laissée entraîner voilà, sans vraiment compter, avec cette impression que puisqu'on faisait des travaux, puisqu'on allait dépenser beaucoup d'argent, bah, autant faire le top et être vraiment content. Voilà, donc avec ce raisonnement-là, du coup, quand notre fille a eu 1 an, bah, il ne me restait pas énormément d'argent. Entre-temps, sur la période, mes parents nous ont aussi refait des donations, ce qui me donnait aussi un petit peu l'illusion que finalement, ça n'allait pas si mal, même si j'avais dépensé beaucoup d'argent, même si j'épargnais pas trop. Euh, voilà un petit peu où on en était à ce moment-là. Et puis, quand notre fille a eu 3 ans, on a attendu un deuxième bébé. Et là, j'ai eu vraiment un électrochoc, puisque pour ma première fille, donc on s'était mis à temps partiel, etc. Mais pour la deuxième, je voulais vraiment pouvoir prendre un congé parental et passer du temps avec mon bébé, qui en plus je me disais était probablement le dernier. Euh, voilà, puisque Gaëtan, qui au total avait à ce moment-là 4 enfants, n'en voudrait pas d'autres après. Voilà, donc je voulais vraiment profiter de cette période. Et là, le souci, c'était que mon revenu à moi, c'était en gros les 2 tiers des revenus de la famille. Donc je me suis dit, si je prends un congé parental, là, clairement, on ne peut absolument pas s'en sortir, ou alors je vais vider tout l'argent qui me reste. Et là, j'avais quand même une alerte dans ma tête en me disant, mais ce n'est pas une bonne idée. Donc j'ai eu cette prise de conscience-là quand j'étais à peu près à 4 mois de grossesse. Donc je me suis dit, il me reste 5 mois. Et donc pendant ces 5 mois, j'ai vraiment tout changé dans les finances de la famille. C'est-à-dire que j'ai remis tout à plat, j'ai remonté 1 an de relevé de compte pour comprendre vraiment où passait notre argent, comme quoi c'était possible de le faire en fait, en voulant vraiment le faire. J'ai aussi épluché les comptes d'épargne et c'est là que j'ai vraiment pleinement réalisé à quel point en fait je croyais que j'épargnais, mais en réalité je reprenais de l'argent et finalement l'épargne elle ne grimpait pas. Et puis, en gros, je me suis mise à faire absolument toutes les dépenses du foyer. Bon, Gaëtan, tu es d'accord, on en a parlé. Il était d'accord avec mon projet de congé parental. Donc, en fait, il m'a dit, en gros, écoute, moi, je ne peux pas le faire. Donc, c'est toi qui vas gérer. Donc, en fait, c'est moi qui faisais absolument toutes les courses alimentaires, qui prévoyait les vacances, mais ça, c'était déjà le cas avant, les vêtements, enfin, toutes les dépenses, en fait, qu'on pouvait acheter. Donc, forcément, on a baissé notre train de vie. Bon, de toute façon, avec l'arrivée d'un enfant, on n'allait plus beaucoup au restaurant. Mais par contre, au niveau du budget alimentaire, j'ai vraiment été stupéfaite par la différence entre quand c'était plutôt lui qui faisait les courses et qu'on pouvait dépenser 1 000 € en un mois pour 2 adultes et puis une petite fille qui mangeait pas grand-chose à ce moment-là. Et puis finalement, quand c'est moi qui me suis mise à faire les courses et qu'on est descendu à parfois 400 €, 450 €, je me suis dit, ah oui, mais ça, en fait, ça fait toute la différence entre l'épargne que je ne faisais pas et l'épargne finalement que maintenant j'arrive très facilement à mettre de côté. Donc pendant la fin de ma grossesse, du coup, on a mis plusieurs milliers d'argent de côté, c'est-à-dire plus que tout ce qu'on avait fait pendant les presque 10 années précédentes. Et donc, quand ma fille est née, en gros, j'avais tout prévu pour 1 an. J'avais prévu la révision de la voiture, les vacances, et j'avais un budget qui tenait avec le salaire de Gaëtan, qui à ce moment-là était plus élevé qu'avant quand même. On va dire que c'était autour de 1500, 1600 €, je pense, plus ce que je touchais de la CAF, voilà, au titre du congé parental. Donc finalement, c'était beaucoup moins que ce qu'on avait avant quand je travaillais. Et bizarrement, j'avais l'impression que j'étais en sécurité, je savais où partait l'argent. J'avais plus d'inquiétude pour la suite puisque je voyais que finalement, j'arrivais très bien à gérer. À ce moment-là, malheureusement, j'ai eu une nouvelle idée en tête. Je me suis dit, mais en fait, c'est fou, on arrive à vivre comme ça sans mon salaire. Donc, quand je reprendrai le travail, en fait, on va avoir une énorme marge dans notre budget. Et donc, Gaëtan, en fait, depuis toujours, avait un vieux rêve, c'était d'acheter une maison de campagne dans la Drôme, qui est une région qu'il aime beaucoup. Voilà, c'était un rêve qu'il n'avait jamais réalisé parce qu'il n'avait jamais mis un sou de côté pour le réaliser.
Mais tout d'un coup, je me suis dit, bon, bah, il me reste de l'argent des donations que j'ai reçues. On a une grosse marge, donc on va acheter cette fameuse maison dans la Drôme. Au même moment, j'ai décidé aussi de prendre une deuxième année de congé parental. Donc j'avais l'impression qu'on pouvait, voilà, on pouvait tout faire. Donc on a prospecté et quand notre deuxième fille avait 1 an, bah, on a signé l'achat de la maison dans la Drôme. Alors j'avais bien fait des budgets prévisionnels, mais j'avais vraiment pas mesuré à quel point une maison secondaire, ça allait être quand même un gouffre financier. Je me rendais pas compte, moi j'ai toujours vécu en appartement, donc par exemple chauffer une maison dans les hivers où il peut faire très froid, bah, c'est extrêmement cher, les factures d'électricité étaient énormes. Le reste, je l'avais à peu près imaginé, mais j'avais pas tout à fait bien budgété tous les frais des allers-retours, le fait qu'on allait user la voiture beaucoup plus vite, parce qu'avant on l'utilisait très peu finalement, en vivant à Lyon. Euh, voilà, donc ça a été un rude coup, où j'étais à la fois contente en me disant, bah, comme ça, mes enfants peuvent aussi grandir à la campagne, et puis j'ai exaucé le vieux rêve de mon mari. Et en même temps, je me disais, mais bon, là, clairement, on part pour des années et des années de budget toujours ric-rac, et on peut avoir aucun projet en dehors de cette maison. Cette façon pour moi d'acheter cette maison dans la Drôme, je pense que c'était aussi un moyen d'essayer de sauver mon mariage, puisque je voyais bien que, en gros, depuis la naissance de notre première fille, ça allait quand même de moins en moins bien. C'est-à-dire que Gaëtan avait une espèce d'insatisfaction perpétuelle sur notre mode de vie. Je pense aussi que, bah, voilà, du fait de notre grande différence d'âge, bah, à l'âge qu'il avait, vivre avec 1 puis 2 jeunes enfants à la maison, c'était pas facile, et qu'en fait, voilà, il était un peu constamment frustré par le quotidien. Il y avait aussi beaucoup de disputes autour de l'argent, puisque moi, j'avais l'œil perpétuel sur nos finances, sur l'état du compte en banque. La moindre dépense, je me disais non, mais ça, on peut pas se le permettre. Il y a tel truc qu'on doit payer à la fin de l'année. Là, on n'a pas mis assez de côté pour la taxe foncière. Enfin, j'étais vraiment dans une hyper gestion quotidienne. Et bah, Gaëtan, il avait quand même un petit peu repris ses habitudes une fois que j'avais repris le travail, bah, de faire les courses, de dépenser plus. Et donc, voilà, petit à petit, le climat se détériorait de plus en plus entre nous. Et ça a abouti, bah, quand notre deuxième fille avait un peu moins de 3 ans, à une décision qui venait de moi, de séparation. Et là, j'ai eu une grosse prise de conscience. Alors ça, la séparation a été longue, il y a eu toute une période de cohabitation où en fait on continuait à partager des finances, mais pour moi c'était devenu vraiment insupportable, puisque voilà, je ne pouvais pas supporter que Gaëtan aille manger au restaurant alors que j'essayais de boucler le budget. Donc au bout d'un moment, on s'est mis d'accord pour séparer nos finances. Et je me suis retrouvée quelque part à mon point de départ, c'est-à-dire qu'à nouveau, j'étais en seul contrôle de mes finances et la seule à prendre des décisions. Et c'est là que j'ai vraiment pris conscience bah, de ce qui s'était passé précédemment. Je me suis rendu compte qu'en fait, même si j'avais appris beaucoup de choses quand j'étais toute jeune sur les finances personnelles, bah, pendant cette vie de couple, j'avais pas eu assez de self-control pour deux. Et sans doute aussi la part de Gaëtan qui aimait le luxe, l'insouciance, etc., parlait aussi à une partie de moi qui existe et que voilà, que j'avais bien mise sous cloche précédemment. Et à ce moment-là, oui, j'ai vraiment eu cette prise de conscience en me disant, mais bon, clairement, ce mariage a été une catastrophe financière. C'est un fait, je ne peux pas revenir dessus. J'ai 2 petites filles adorables qui sont aussi le résultat de ce mariage, et c'est plutôt là-dessus que je vais me concentrer. Mais c'est vrai que du coup, depuis cette décision de séparation, et surtout depuis que la séparation est vraiment effective, bah, je suis en train de reconstruire mes finances. Donc j'ai tout remis à plat, reconstruit mon budget. Je me suis aperçue que, livrée à moi-même, j'avais aussi à nouveau tendance à trop dépenser, alors que maintenant je suis quand même arrivée à un niveau de revenu qui est relativement confortable, puisque je gagne autour de 3 000 € net par mois. Donc c'est bien, avec un loyer qui reste raisonnable, ça pourrait être largement suffisant. Mais c'est vrai que bon, je m'étais mise à fumer, à dépenser pas mal en restaurant, à sortir plus quand j'avais pas mes enfants, ce que j'avais pas plus pu faire. Et donc j'ai vraiment eu une nouvelle prise de conscience.
tout remis à plat. Et là, maintenant, après quelques mois d'ajustement, d'essais, etc., j'arrive vraiment à mettre de côté quasiment un tiers de mes revenus. Une partie qui est à court terme, voilà, pour des projets, disons, dans l'année, les 2 années qui suivent. Mais l'essentiel, c'est vraiment des investissements à plus long terme, à la fois pour les études de mes filles, pour peut-être un jour, finalement, acheter de mon côté un bien immobilier, pour aussi la retraite, qui est une perspective encore lointaine, mais voilà, je sais que ça va arriver à un moment. Et puis pour tous ces projets de suite de ma vie dont je n'ai pas encore conscience, mais c'est ce dont je me suis rendu compte. Voilà, quand j'étais toute jeune, je me rendais pas compte que plus tard, je voudrais peut-être acheter une maison, prendre un congé parental et que c'était des choses que je pouvais anticiper. Là, je ne sais pas quels seront mes futurs projets, mais par contre, je sais qu'en mettant de l'argent de côté pour les réaliser, je serais très contente de trouver cet argent à un moment, voilà, pour réaliser mes futurs projets. Je me suis rendu compte avec cette expérience, cette vie de couple qui a duré une 12aine d'années, et puis aussi mes expériences précédentes de vie de couple, puisqu'il semblerait que je n'arrive jamais à vivre seule, donc je suis toujours en couple d'une manière ou d'une autre. Je me suis rendu compte, voilà, que c'est pas évident de gérer l'argent à deux, et que quand on se retrouve avec quelqu'un qui a un profil financier qui est complètement différent d'une autre, et qui, quand on y regarde de près, finalement n'est vraiment pas rassurant, puisque quelqu'un qui arrive, qui est dans la maturité, qui a gagné beaucoup d'argent et qui n'en a plus du tout, voire qui a des dettes, c'est pas un profil rassurant, que c'était important de se préserver plus que je ne l'avais fait. Donc si c'était à refaire, c'est pas du tout que j'éviterais cette histoire, parce que c'était une belle histoire et je regrette pas du tout de l'avoir vécue. Mais par contre, c'est vrai que je protégerais plus mes propres intérêts, sans doute en gardant des finances plus séparées, puisque là, par exemple, le fait de se marier sans trop réfléchir avec le régime légal, d'acheter une maison sans déclarer que ce que je mettais, c'était des fonds propres et non pas de l'argent commun. Voilà, le fait de ne pas me renseigner suffisamment avant de me mettre en couple, avant de me marier, et de ne pas penser aux conséquences possibles. C'est vrai que je n'aurais jamais imaginé une séparation, mais je pense, comme la plupart des gens qui se marient n'imaginent pas une séparation, et il y en a quand même une bonne proportion qui se séparent. Donc voilà, si c'était à refaire, disons que je garderais la tête un peu plus froide pour ne pas me dire, bon, c'est pas vraiment que j'ai des regrets, mais je me dis quand même, bon, si j'avais mieux géré, je serais aujourd'hui dans une situation quand même bien meilleure. Merci à tous mes warriors qui ont écouté Chloé jusqu'au bout. Il faut quand même se rendre compte de la force intérieure qu'il faut pour se livrer ainsi. Souvenez-vous de Morgane, qui a révélé dans son épisode qu'elle avait touché près de 700 000 € d'héritage à ses 17 ans et qui n'en avait jamais parlé à personne. Souvenez-vous de David, c'est une des dernières stories qui a été abandonné bébé, recueilli par une famille qui n'a jamais voulu l'adopter. Et Chloé, aujourd'hui, dans cet épisode, qui vient de vous raconter à quel point elle s'est laissée aveugler dans son couple, dans son mariage. Si ça, c'est pas une prise de conscience puissante, je ne m'y connais pas. Si d'ailleurs son histoire a résonné en vous et qu'elle vous fait penser à vous, peut-être à quelqu'un de proche, il est temps de faire quelque chose pour briser le tabou qui existe sur l'argent et notamment l'argent dans le couple. Partagez cet épisode autour de vous. Faites-le pour vous, faites-le pour vos proches. Le monde s'en portera mieux. Si vous avez envie d'écrire à Chloé, vous pouvez m'envoyer des messages et je lui transmettrai. Vous pouvez me les envoyer à contact@budget-chéri.com et évidemment, je ne manquerai pas de lui en faire part. Et si vous aussi vous avez envie de raconter votre propre histoire derrière le micro et d'inspirer d'autres gens, écrivez-moi à cette même adresse ou envoyez-moi un message en privé sur Instagram. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et de vos finances. Ciao, bye bye.